Maurice Leblanc, auteur du célèbre Arsène Lupin, se serait-il inspiré d'Alexandre Marius Jacob pour son personnage? Rien n'est certain. Ce qui est sûr, c'est que l'auteur a assisté au procès de celui-ci. Comme Arsène Lupin, Alexandre ne volait qu'aux riches. Comme Arsène Lupin, Alexandre détestait la violence. Comme Arsène Lupin, Alexandre aimait se déguiser et changer d'identité. Et comme Arsène Lupin, Alexandre était provocateur et défiait les forces de l'ordre. Partons à la découverte de ce personnage peu banal. C'est parti. Tout juste 8 ans après la fin sanglante de la Commune de Paris, Alexandre Marius Jacob naît à Marseille dans le quartier du Vieux-Port, le 28 septembre 1879, dans un début de Troisième République rythmé par un climat social presque explosif. Les communistes et les anarchistes se font légion, les conditions de vie des ouvriers sont miséreuses malgré une expansion industrielle, et la classe supérieure s'accroche encore à ses privilèges. La misère est partout et la question sociale devient un débat de premier plan, faisant place à un terrain propice au soulèvement populaire, encouragé par les anarchistes qui font exploser des bombes en pleine rue. Le jeune Alexandre est un grand lecteur des aventures de Jules Verne et rêve de partir explorer le monde par-delà les mers. Il passe son certificat d'études puis à l'âge de 12 ans, s'engage comme mousse auprès du capitaine Martineau en direction de la Nouvelle-Calédonie. Plein d'espoir d'une vie trépidante. Mais déçu, il déserte 3 ans plus tard. « J'ai vu le monde, il n'est pas beau », dira-t-il. Pendant cette période, il aurait vu comment on traite les esclaves, les ravages de l'alcool, les tueries, les conditions de vie assez dures où lui-même, à peine adolescent, a dû repousser les avances d'autres marins bien plus âgés. Il passe même par un petit épisode de piraterie dont il rejette la méthode qu'il juge trop cruelle. De retour à Marseille, il prend un poste de typographe dans une imprimerie. Par ce biais, il voit passer les publications anarchistes et s'y intéresse de plus en plus. En 1897, à tout juste 17 ans, il est envoyé en prison parce qu'il possédait un livre expliquant le procédé de fabrication des bombes artisanales, livre qu'un ami anarchiste lui avait prêté. Mais pour la justice, le motif est suffisant pour prouver l'intention de commettre un attentat. Lors de la perquisition, les policiers confisqueront même la bague de fiançailles de sa mère sous le motif qu'elle était bien trop belle pour qu'elle ne soit pas volée. C'est aussi à cette époque qu'il rencontre sa compagne Rose. Quand il sort de prison, Alexandre est amer. Considéré comme un hors-la-loi, il sait qu'une vie honnête lui est désormais hors de portée. Dans un premier temps, il commet quelques vols simples et se retrouve condamné à 6 mois de prison. Il décide alors de se lancer dans une vie d'anarchiste, mais pas comme les anciens qui s'attaquaient aux symboles, lui décide de s'en prendre au nerf de la guerre, l'argent et la propriété. Il commence une carrière dans l'illégalisme pacifique. Puisque les bombes font peur au peuple, volons les bourgeois et redistribuons aux pauvres, dira-t-il. En juillet 1899, Alexandre est arrêté à Toulon. Il simule la folie pour éviter la prison. Il prétend avoir des hallucinations où il se voit attaqué par des jésuites et s'enfuit avec la complicité d'un infirmier anarchiste. À partir de janvier 1900, il rassemble une bande qu'il va nommer les Travailleurs de la Nuit. Avec leur aide, il va mettre la France à genoux à travers une série de cambriolages à échelle industrielle. Bientôt, il tisse un réseau à travers toute la France. Les Travailleurs de la Nuit se déplacent en train et soulagent ceux qu'ils considèrent comme des parasites sociaux, c'est-à-dire les héritiers, les rentiers, les riches propriétaires, les prêtres, les militaires, les patrons ou les magistrats. On épargne les professions utiles telles que les médecins, les écrivains, les artistes ou les architectes. Comme le célèbre Arsène Lupin, Alexandre proscrit la violence et les armes, sauf peut-être pour se défendre et encore cela concerne plus les forces de l'ordre qu'il exècre. Cependant, on exclut de l'organisation les anarchistes idéalistes ou les membres de la pègre. Pour lui, ces cambriolages sont autant un moyen de subsistance qu'une manière de protester contre l'ordre établi. Les travailleurs de lui deviennent une véritable entreprise du cambriolage. Tout est minutieusement planifié, ne laissant aucun détail au hasard. Ils suivent leurs victimes pour repérer quand les habitations sont vides. Ils calquent leur cambriolage sur les horaires des trains pour fuir loin très rapidement. Ils adaptent même des outils pour convenir à leurs besoins. Le noyau dur de l'organisation est composé des anarchistes les plus fidèles sur lesquels se greffent des dizaines de membres épisodiques dont chacun exerce un rôle bien précis. On détrousse ces parasites de leurs bijoux, œuvres d'art ou actions. Ils bénéficient d'un énorme réseau pour écouler leur butin. Les métaux précieux sont transformés dans une fonderie achetée par Alexandre. Il investit également dans une quincaillerie et dans une friperie pour cacher ses activités.
La friperie lui permet de disposer de costumes et accessoires pour passer inaperçu. Et par l'intermédiaire de la quincaillerie, il achète des modèles de coffres-forts et de serrures pour apprendre à les forcer. En septembre 1901, Alexandre loue un appartement juste au-dessus de celui d'un bijoutier, qu'il se met à suivre, opérant que celui-ci part tous les week-ends à la campagne. Profitant de l'absence du bijoutier, Alexandre, avec l'aide de ses complices, va creuser un trou dans le plancher de l'appartement qu'il a loué pour accéder à celui du bijoutier. Il utilise même des parapluies pour récupérer les gravats qui auraient pu alerter d'éventuels voisins. Il passera plus de 3 heures dans l'appartement du bijoutier pour fracturer son coffre-fort, laissant le bijoutier constater les dégâts à son retour de week-end. Il cambriole une cathédrale en empruntant une échelle sur un échafaudage voisin. Une autre fois, dans la même nuit, il dévalise un bijoutier, un salon de thé et 2 notables. Chez un riche banquier, il déleste l'hôtel particulier de 600 000 francs alors que celui-ci recevait des invités. Il vide le coffre d'un notaire partant avec 50 000 francs alors que celui-ci dormait juste au-dessus. Il prend parfois l'identité de Georges Escande, antiquaire de son état. Il fait preuve d'un véritable don pour la comédie, se payant même le luxe d'apparaître à Paris dans la pièce de théâtre Quo Vadis, alors qu'il est recherché par toutes les polices de France. Parfois même, il reste jusqu'au lendemain et assiste au début de l'enquête des policiers. Faisant preuve d'audace et d'humour, il laisse parfois derrière lui une carte de visite au nom d'Attila, où des mots tels que « Dieu des voleurs » recherche les voleurs de ceux qui en ont volé d'autres. Un jour, cambriolant une maison, Alexandre se rend compte qu'il s'agit de la demeure de l'écrivain Pierre Loti. Il remet tout en place et laisse ce mot avant de partir. Ayant pénétré chez vous par erreur, je ne saurais rien prendre à qui vit de sa plume. Tout travail mérite salaire. Attila. PS. 6 juin 10 francs pour la vitre brisée et le volet endommagé. Des rumeurs diront que c'était un coup monté pour soigner sa popularité. Pendant les 3 ans que dureront l'aventure des travailleurs de la nuit, la police est complètement perdue. Alexandre leur file entre les doigts telle une ombre. On le voit aux 4 coins de la France et les descriptions de témoins diffèrent à chaque cambriolage. Il ne s'installe jamais très longtemps au même endroit, la seule constante d'Alexandre est de toujours voyager avec sa mère Marie et sa compagne Rose. On estime qu'il a commis entre 150 et 500 cambriolages en France mais aussi à l'étranger. « Je faisais de la décentralisation », dira-t-il. Les gains de leur cambriolage ne leur servent pas à vivre une vie dispendieuse. Les membres des travailleurs de la nuit décident collectivement de la rétribution. La part la plus importante revient aux familles d'anarchistes qui vivent dans la misère, mais aussi pour diffuser au grand public les idées de leur mouvement. Le 23 avril 1903, Alexandre et 2 de ses complices ont pour projet de dévaliser la maison d'une veuve, mais repérés par un voisin, ils décident d'abandonner. Ils quittent la ville et suivent une voie de chemin de fer pour trouver une gare où ils doivent attendre jusqu'au lendemain matin pour prendre un train. Au petit matin, des policiers descendent du train et un affrontement s'engage avec les anarchistes. Résultat, un policier tué et un autre blessé grièvement. Les cambrioleurs sont arrêtés et la bande des travailleurs de la nuit est démantelée. Il passe 2 ans en prison avant l'ouverture de son procès le 8 mars 1905. Au total, c'est 23 prévenus qui s'installent sur le banc des accusés. Plus de 150 témoins viendront à la barre et les pièces à conviction débordent littéralement. Le procès va faire grand bruit. La presse française et internationale se presse au tribunal. Alexandre va utiliser le tribunal comme une tribune politique, se moquant des juges et de la cour, et pour propager ses idées anarchiques sur lesquelles il a fondé toute sa vie. Vous savez maintenant qui je suis, un révolté, vivant du produit de ces cambriolages. Le droit de vivre ne se mendie pas, il se prend, déclara Alexandre lors de son procès. Pendant les 15 jours d'audience, la France va découvrir un cambrioleur hors norme, qui prend tous les actes à sa charge pour protéger ses complices, et qui se permet de juger la société entière à son propre procès. C'est un excellent orateur qui sait toucher le public au cœur avec des traits d'humour que la presse ne se prive pas de relater, ce qui n'est pas pour plaire aux notables, les cibles de ces cambriolages. Tous les jours, la foule se presse devant les portes du tribunal. Des incidents éclatent entre pro et anti-Alexandre Marius Jacob, au point que la Cour exclut les accusés du tribunal au 11e jour d'audience. Dès le départ, il fait sensation en refusant de se lever à l'appel des juges et en restant couvert de son chapeau. Voilà ce qu'il dira, en me disant « Accusé, levez-vous, accusé, découvrez-vous », tout en demeurant assis et couvert vous-même, vous prétendez être supérieur à moi, chose que je conteste. Vous avez beau vous draper dans une robe rouge, vous n'êtes ni plus ni moins qu'un homme en tout point semblable à moi. D'autre part, comme Darwin, je crois descendre du singe et non du chien.
Or, on n'a jamais vu un singe lécher la main qui le frappe ou qui va le frapper. Voilà, monsieur, les raisons pour lesquelles je demeure assis et couvert. Quand on lui reproche d'avoir dévalisé des hommes d'église, voilà ce qu'il dit. Sous prétexte de procurer les délices du monde futur avec des histoires pour les enfants, ils amassent des richesses. Chez tous ceux que j'ai cambriolés, j'ai trouvé des coffres, et croyez-moi, ils ne contenaient pas que des harençors. À une femme qui se disait traumatisée par son cambriolage, il répondit « Madame était à son château pendant que je suis entré chez elle. C'est toujours les malheureux que j'ai dévalisés. » Après 11 heures de délibération, le 22 mars 1905, Alexandre est condamné au bagne à perpétuité à Cayenne. Verdict étrange à une époque où tuer un agent de police valait systématiquement la peine de mort. 8 des accusés sont acquittés faute de preuves. Pour les autres, les peines s'étalent entre 5 et 25 ans de prison, selon leur rôle dans les cambriolages. La mère et la compagne d'Alexandre sont quant à elles condamnées à 5 ans d'emprisonnement. Le verdict provoque de violents incidents devant le tribunal et c'est l'armée qui disperse la foule. Alexandre va passer 20 ans au bagne, dont 11 ans de cachot. C'est grâce à l'écriture qu'il tient le coup. Il entretient une longue correspondance avec sa mère en langage codé, au rythme d'une lettre par mois. C'est le maximum qu'on lui permet. C'est son seul lien avec le monde extérieur. Il se cultive en autodidacte par les livres envoyés par sa mère, du simple roman au philosophe, ainsi que des livres de droit. En prison, il restera fidèle à ses idées, refusant de se plier aux conditions de détention extrêmement difficiles. Il ne joue pas, ne boit pas, refuse de dénoncer d'autres détenus ou même de se prostituer pour améliorer ses conditions de vie. Il en impose à ses codétenus pour se faire respecter et il tue ceux qui cherchent à l'empoisonner. Son opposition à l'administration pénitentiaire lui faut de nombreux passages devant la commission disciplinaire. Il rencontre au bagne le docteur Rousseau, un humaniste révolté par les conditions de détention et qui écrira un livre pour les dénoncer. De même pour Albert Londres, un journaliste qui fait une enquête sur le bagne et qui dénonce les conditions de détention dans ses articles. Mais Alexandre aide également des détenus à contester leur peine quand celle-ci n'est pas justifiée. Il voit se dérouler la Première Guerre mondiale derrière les barreaux de sa prison. Il ne peut pas y prendre part, cependant, il se tient au courant des avancées de la guerre et s'inquiète pour la sécurité de sa mère. Pendant ce temps, en France débute une campagne pour sa libération. Sa mère réussit avec des appuis et soutiens à intéresser les milieux politiques et gouvernementaux au cas de son fils. De plus, ce contexte est favorable, le bagne est de plus en plus critiqué et dénoncé. Grâce à de nombreux articles ressemblant beaucoup de témoignages, les journalistes Albert Londres, François Millon et Louis Roubaud réussiront à aboutir à une grâce présidentielle le 14 juillet 1925. De retour en métropole, il effectue encore 2 ans de prison avant d'enfin être libéré le 31 décembre 1927. Il retrouve sa mère, sa compagne Rose quant à elle est morte en prison. À peine sorti de prison, il cherche du travail et trouve un poste de chef d'atelier pour le grand magasin parisien Printemps. Il dirige une équipe d'une 30aine de femmes avec respect et bienveillance. Son patron dira, avec lui, elle travaille en chantant et gagne davantage. Alexandre s'installe ensuite à Reuilly dans l'Indre et devient marchand ambulant, fréquentant les milieux forains dont il se sent proche. Il vit avec sa mère et sa nouvelle compagne Paulette. Ne voulant plus jamais connaître l'enfer de la détention, il ne vole et ne cambriole plus. Par contre, il reste fidèle à ses idées et à ses principes anarchiques. En 1936, il part en Espagne prêter main forte aux militants anarchiques dans la guerre civile, mais il rentre en France assez rapidement déçu. Il vit entouré de ses amis, et même si c'est un habitant peu commun dans le village, il s'y intègre bien. Il fera par exemple une demande de carte d'électeur pour son chien Negro, au motif qu'il n'a jamais menti, jamais été ivre et qu'il n'y a guère d'électeurs dans le département dont on peut dire autant. Il s'investit dans la propagande à travers le journal Le Libertaire, dirigé par Louis Lecoing. Il soutient des objecteurs de conscience. Il s'engage pour Nicolas Sacco et Bartolomeo Vanzetti, des anarchistes italo-américains, et il lutte pour empêcher l'extradition de Buenaventura Durruti, anarchiste espagnol promis à la peine de mort en Espagne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il ne s'engage pas dans la résistance. Toutefois, sa maison est connue pour être un refuge pour les partisans. Se retrouvant seul après la mort de sa mère en 1941 et de sa compagne en 1950, le 28 août 1954, son vieux chien infirme est mourant et Alexandre décide de mettre fin à ses souffrances en lui injectant une seringue de morphine. Puis il se pique aussi, bouche porte et fenêtre de la pièce et fait un feu de charbon de bois pour s'asphyxier au gaz carbonique. Quand on le retrouvera mort, à côté de son corps se trouvait une note qu'il avait écrite sur laquelle on peut lire «
Linge lessivé, rincé, séché mais pas repassé. Vous trouverez 2 litres de rosée près de la panetière. À votre santé. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie et d'avoir suivi le parcours anticonformiste d'Alexandre Marius Jacob. Pour ma part, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour un nouveau personnage oublié.